Pour beaucoup, Thierry Casasnovas ne serait pas responsable si les gens appliquent mal ses recommandations ou de manière trop littérale. Rappelons qu'il donne des conseils de santé sur YouTube devant des centaines de milliers de personnes. Après tout, ceux qui l'écoutent sont adultes. Ils ont leur libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent et on ne les a pas forcés à le faire. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais laissons tout ça de côté pour l'instant. Le problème ici, c'est que ces recommandations pseudo-médicales ne sont pas mises en pratique que sur des personnes majeures. Car Thierry Casasnovas donne également beaucoup de directives et affirme énormément de choses à propos des enfants. Et comme très souvent, il est d'ailleurs d'excellents conseils sur ce thème-là. La seule solution pour les enfants, c'est pas de couche. Tu vas me dire, mais pas de couche, comment est-ce qu'on fait ? Ça marche. Je l'ai vu plusieurs fois, de nombreuses fois, je l'ai vu. C'est très très simple. La béquille, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de pré-mâcher pour Katia, mais tu mâches et tu donnes à Katia. Alors tu lui donnes soit dans la main, tu peux lui donner de bouche à bouche. C'est très très agréable pour le parent, c'est très très agréable pour l'enfant, mais le pré-mâchage, ça marche très très bien. Un enfant doit pouvoir se promener les fesses à l'air et uriner où il le bon le semble. Alors quand on vit en appartement, c'est compliqué, je sais. C'est une fillette, je l'amène, je construis une cabane ici, en zone blanche, et je me pose au milieu de la forêt, pour qu'elle ait le meilleur air, le meilleur oxygène possible, qu'elle ait une eau qui vient de la source directement, qu'elle ne soit pas perturbée par le rayonnement électromagnétique, qu'elle marche pieds nus dehors, dans les feuilles, à la terre, qu'elle soit déchargée en permanence, qu'elle dorme à même le sol si possible, en tout cas en se déchargeant là aussi. Pas de réseau électrique dans la maison. Alors tu vas me dire, mais là, tu te demandes de quoi ? Je te donne une direction, après tu mets en place ce que tu peux. Et jeûne intermittent. Jeûne intermittent, je pense que c'est extrêmement adapté. Seulement les bébés et les enfants n'ont rien demandé, eux. On ne leur a pas laissé le choix. Et si ces extraits-là étaient amusants, d'autres le sont beaucoup moins. Car ils parlent aussi de nutrition et de soins. Et dans ces domaines, des pratiques hasardeuses peuvent avoir de très lourdes conséquences sur leur santé, leur croissance, leur développement physique et émotionnel, sans qu'ils puissent porter la responsabilité de leur état si ce dernier devait s'aggraver. Mais Thierry Casasnovas sait ce qu'il risque en s'aventurant sur le terrain de la pédiatrie. Depuis quelques années, il a d'ailleurs ajouté le message suivant sur sa chaîne YouTube. Veuillez noter que ces recommandations ne concernent que les adultes, et en aucun cas les enfants et adolescents dont les besoins alimentaires et physiologiques diffèrent fortement. Une mention censée le dédouaner de toute responsabilité. Pourtant, il parle très régulièrement des enfants. Depuis le début de sa chaîne, il en a parlé un nombre incalculable de fois. Et d'ailleurs, quand des gens veulent connaître l'avis de Thierry Casasnovas sur l'alimentation, les soins ou l'éducation de leurs enfants, ils ont toujours tout ça à leur disposition sur sa chaîne YouTube. Une simple recherche Casasnovas et enfants donne un très grand nombre de résultats. Les parents souhaitant trouver des informations se partagent entre eux encore des vidéos datant de plusieurs années, comme le prouve cet échange récent. Les vidéos de 2013 continuent d'être visionnées aujourd'hui par des gens cherchant des conseils, et elles le seront encore demain. Je préviens tout de suite ceux qui m'accusent de présenter de vieilles vidéos qui ne seraient plus d'actualité. Voici ce que l'auteur en dit tout récemment. Et j'espère que toutes les vidéos que je vous propose depuis 2011 vont vous permettre aussi, vous pouvez aller creuser l'ancien, vous allez voir, c'est assez rigolo, ça vous fera un petit peu un retour dans le temps, j'ai pas la même tête, mais vous allez voir que le message il reste toujours aussi vivant et aussi fort. Il assume donc toutes ses recommandations destinées aux enfants, quelle que soit leur année de publication. Mais découvrons-les sans plus attendre. Les parents sont à la recherche d'une information claire leur permettant de préparer les repas de leurs enfants. Que doivent-ils manger ? C'est la question essentielle que beaucoup se posent. Mais là, la réponse de Thierry Casasnovas est changeante. On a eu la version crudivore avec uniquement des fruits. Mais je dirais que l'enfant se développera d'autant mieux qu'il sera sur un régime strictement fruitarien. Les légumes, ça viendra un peu plus tard. Au début de sa vie, il a surtout besoin de fruits. Les légumes, ça vient plutôt, s'il en avait vraiment besoin. Je pense qu'on peut très bien vivre avec un régime strictement fruitarien, peut-être pas sous nos climats, mais les légumes et les jus de légumes, ce sera plutôt quand il commence à avoir 7, 8, 10 ans qu'il commence à se développer physiquement plus fort. Puis la version crudivore végétalienne. Une abondance de fruits et de légumes crus. Voilà, de jus, de fruits, de légumes crus. À 3 ans, de la mettre dans ce mode de vie, de faire que pour elle, ça soit une normalité, de considérer qu'un repas de fruits, c'est une normalité. On n'a pas besoin de produits animaux.
Il n'y a pas besoin de produits animaux chez les enfants. Rappelons en passant qu'il est toujours contre une supplémentation en vitamine B12, et ce même chez les enfants végétaliens. Il dit qu'il ne faut s'inquiéter d'une carence que si l'enfant présente des manifestations physiques. La vitamine B12, tu sais, les carences en vitamine B12, il y a des signes cliniques très très forts, au niveau de dépression, au niveau de la peau, au niveau... Tu peux regarder les signes cliniques, si tu es au Québec, tu vas regarder sur Internet, tu vas voir les signes cliniques. Si ça match très souvent, alors là tu peux te poser la question. Mais sinon, moi je me poserai vraiment pas de questions, et je continuerai comme ça, sans m'inquiéter avec les normes. Mais alors, nouvelle version, finalement à cause des ondes, les enfants seraient fragilisés et auraient besoin de produits animaux. Jusqu'à présent, j'ai vu que de très rares cas d'enfants crus sans produits animaux qui fonctionnent, qui aient un développement complètement adéquat. Pour l'instant, allez, sans être méchant, je crois que j'en ai jamais vu. Voilà, des enfants crus végétaliens, et je dis pas que ça n'existe pas, je dis que j'en ai rarement vu. Pourquoi? D'après moi, parce que les enfants sont dans un état d'épuisement. Alors surtout les enfants qui sont nés après 2000, après la génération de téléphone portable, au niveau du système endocrinien, c'est une catastrophe complète, dans lequel ils soient protégés au niveau électromagnétique aussi, des endroits sains dans lesquels ils ne sont pas bombardés de Wi-Fi en permanence. Et à ce moment-là, vous aurez des enfants qui seront costauds et qui pourront encaisser ces choix-là, et qui pourront faire ce choix et en étant en pleine puissance. Mais plus tard, un régime végétalien convient finalement parfaitement aux enfants. À 3 ans, un enfant, il se nourrit de jus, de fruits, de légumes, tout va bien. Nouveau volte-face. Apparemment, pour les produits animaux, ce n'est pas si clair que ça, en fait. Et c'est ça l'alimentation saine de l'enfant. C'est pas plus compliqué que ça. On a l'impression que c'est quelque chose, une espèce de challenge qui est inatteignable. C'est pas plus compliqué que ça. Des fruits, des légumes, des noix, un peu de produits animaux. Je crois qu'il faut pas vraiment se prendre la tête. Vraiment, tu lui donnes à manger. À partir de 6-7 mois, tu peux commencer à donner à manger à ton enfant et tu lui donnes à manger ce que tu manges toi. Parce que si ce que tu manges te paraît bon et te paraît adapté pour ta santé, c'est ce qu'il faut lui donner. Tu fais les mêmes choix que pour toi. Donc moi, j'ai pas de tabou particulier. Donc j'imagine que tu me parles d'aliments riches en fer, donc on va parler de produits animaux. Est-ce qu'il faut leur donner des produits animaux? Moi, je dirais pareil, tu regardes leur appétence. Est-ce que si toi tu en manges et qu'ils ont une appétence pour ça, pourquoi pas? Je disais que je n'avais jamais vu d'enfant se développer normalement dans une approche crudivore sans produits animaux. Après, produits animaux, quand tu dis produits animaux, tout de suite, il y en a qui dit « Ah, je ne veux pas tuer d'animaux », mais tu as les œufs, tu as le beurre cru, enfin, je veux dire, voilà, tu peux avoir une approche végétarienne sans exclure complètement les produits animaux. Mais en tout cas, pour les enfants, que ce soit au niveau de l'apport d'acides gras, que ce soit au niveau de l'apport même protéique, il me semble que c'est indispensable. Et puis, il a quand même une notion de l'équilibre alimentaire pour les jeunes enfants toute particulière. Personnellement, à partir du moment où un enfant consomme quand même beaucoup de produits crus avec plaisir, je le laisse se nourrir que de ça. Et si pendant des mois ils doivent manger que 2 ou 3 produits, c'est pas grave. Ils vont pas en mourir, quoi. Le corps humain a une capacité à s'adapter même à des régimes extrêmement restrictifs qui est importante. Il s'agit juste que, au bout d'un certain temps, il y ait quand même une diversité plus grande, mais de toute façon, il va y avoir les saisons. Donc si ton enfant, il adore les fraises, il va en manger le temps de la saison des fraises, mais il y a un moment où il n'y en aura plus, donc il faudra bien qu'il mange autre chose, parce que sinon, il va avoir faim. Donc automatiquement, le corps s'adapte. Rien de sérieux sur quoi s'appuyer, donc aucune mention des recommandations officielles des organismes de santé publique internationaux, dont certains reconnaissent pourtant la possibilité d'une alimentation végétalienne pour les enfants. Mais rappelons que Thierry Casasnovas bannit les légumineuses et les céréales de la liste des aliments consommables par les enfants. Un régime végétarien, s'il dépend ses céréales légumineuses, c'est un régime parmi, je dirais pas le plus, parce qu'il n'y a pas de rivalité là-dedans, mais c'est un régime extrêmement mauvais pour la santé humaine. Céréales légumineuses, c'est une catastrophe pour la santé humaine. Si tu rajoutes du soja, c'est la cerise sur le gâteau, et le gâteau, pas le gâteau cru. Bon, donc imaginez un peu ce que va donner un régime végétalien dans ce cadre-là. Mais bon, lui est sûr de ses recommandations, il n'hésite pas d'ailleurs à rassurer les parents que tout ira bien s'ils suivent bien ses conseils. J'ai un petit garçon de 28 mois qui a une alimentation très anarchique. Alors 28 mois, 12 et 12, 24 au pied, 2 ans et demi. Il ne mange presque rien de ce que je lui donne à manger, alimentation cuite, mais il mange beaucoup de bananes à n'importe quelle heure. Il peut en manger 8, voire plus dans une journée. Mais je l'aime bien, ton fils. Mais il ne réclame pas autant les autres fruits. Il n'aime pas les légumes, super, et nous ne mangeons pas de viande ni de poisson. Il est super, ton fils.
J'espère que tu t'inquiètes pas pour lui. Peut-il avoir des carences en ne mangeant presque que des bananes et yaourts de brebis? Non. Quelque part, j'espère que tu ne t'inquiètes pas parce que tes enfants sont normalement constitués et que tu n'arrives pas à les forcer à manger une alimentation dénaturée. Parce que vraiment, ouais, non, c'est un facteur de réjouissance. Non, ils n'y auront aucun carence. Je te dis, s'ils consomment des yaourts de brebis, prends du yaourt au lait cru, surtout pas qu'il soit au lait cuit. Donc non, réjouis-toi, ton fils fonctionne très bien. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que tu en as deux, tu as tiré le doublé, parce que les deux fonctionnent très très bien. Laisse-les faire, fais-leur confiance, faites confiance aux enfants. Vous savez, je crois qu'on pense être très très malin. Toujours pareil, je vais revenir avec mon plaidoyer anti-mental, mais on croit être très très malin avec son mental. Moi, tout ce que je vois, c'est que chaque fois qu'on agit avec notre mental, la plupart du temps, à part pour les processus mentaux spécifiques, mais qui sont assez rares, eh bien, on s'éloigne de la vérité, on s'éloigne des lois de la création et on s'éloigne de l'état de pleine santé et d'épanouissement. Pas se compliquer la vie plus que ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on s'inquiète en permanence de savoir s'il y a assez de ceci, assez de cela. Le problème, c'est que ces inquiétudes, elles naissent d'une postulat de base qui est mauvais, c'est-à-dire le fait que l'on nourrit nos enfants avec des aliments qui sont complètement dénaturés, vides de micronutriments, qui ont été fortement industrialisés, qui ont été transformés au point de contenir des produits toxiques, des neurotoxines, des toxines pour le système digestif, qui sont pro-inflammatoires. Et donc, à partir de cette base, qui est une base malsaine, effectivement, eh bien, on a énormément d'inquiétudes qui naissent. Mais par contre, si on part d'une base d'alimentation réelle, vivante, d'aliments vrais, de real food, de vraie nourriture, mais à ce moment-là, la peur des carences, elle peut partir. À ce moment-là, la peur de mal faire, elle peut partir. Ici, il relie une question qui lui avait été posée et la réponse qu'il avait fournie qui ne satisfait pas totalement la maman. Mes enfants sont crus à 90% et grandissent moins vite que les autres. Est-ce que le régime crudivore ralentit la croissance? Non, au contraire, ils sont dans le rythme naturel de croissance. Ce qui se passe pour la plupart des enfants qui mangent de manière traditionnelle, c'est qu'ils se trouvent dans leur alimentation, de leur monde de croissance. Il est évident aussi qu'en cas de croissance perturbée, le premier réflexe est d'aller consulter un spécialiste. Dans notre expérience, aussi surprenant que ça puisse paraître, alors d'accord, c'est ça qui t'avait fait réagir. Ton enfant, son poids stagne depuis 3 mois. Et alors, on s'en moque complètement, c'est pas important. Elle va peut-être stagner pendant 3 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, puis après, elle va se développer à toute vitesse. Je veux dire, prenons un peu de recul et faisons un petit peu confiance. Fais vraiment confiance. Pour lui, l'humain étant naturellement fait pour manger des fruits et des légumes crus, il faut que ça marche très tôt. Sinon, ça serait incohérent avec son modèle. Il conseille donc aux gens de donner des fruits et des légumes crus aux bébés commençant tout juste la diversification alimentaire. Il recommande de ne rien faire cuire, de ne rien mixer. Tu peux lui donner tout ce que toi tu viendras manger, tu lui proposes et tu vois ce qu'elle prend. Et je suis même contre le mixage pour les bébés. Ils peuvent le manger, ils peuvent le manger. Ils arriveront à en tirer ce qu'ils doivent en tirer. Il ne sert à rien de forcer l'ingestion en transformant les produits. Moi, j'y crois pas du tout. Les trucs mixés, moi je suis limite. Moi je dis si l'enfant il peut pas le manger, on lui mâche pour lui. Mais mixé, j'aime pas trop. J'aime pas trop ça. On lui donne pas mal d'oléagineux aussi sous forme de purée, des amandes mixées, des graines de tournesol mixées. Alors oui, c'est mixé parce qu'il a que 2 dents, donc il peut pas mâcher lui-même. Mais les fruits, ça marche très très bien. Les avocats, ils aiment énormément les fruits gras, les olives, ils aiment énormément. Mais la diversification alimentaire des enfants, c'est rien quoi en fait. C'est juste, ils mangent ce qu'il y a sur la table, ce qu'ils ont envie. Non, il le prend, il le met en bouche, il voit ce qu'il peut en faire. Il ne peut pas en faire grand-chose, c'est pas grave. Le risque de fausse route, il est totalement fantasmé, en tout cas grandement fantasmé. Mais je te promets, moi j'ai vu des enfants manger des morceaux de poivron et choses comme ça. Ils ne s'étouffent pas avec. Il y a très peu de risques. Je veux dire, on les empêche énormément, alors qu'en fait le risque il est minime, vraiment minime. Et pourtant, ce risque existe bel et bien. Dans cet avis émis par la Commission de la sécurité des consommateurs en 2005, on peut lire une estimation du nombre de décès annuels d'enfants dus à cette cause-là, aux alentours de 40. On a également des chiffres d'accidents de suffocation, donc qui ne débouchent pas forcément sur un décès, heureusement. Dans la nature des corps étrangers qui viennent provoquer l'asphyxie, on observe dans la majorité des cas que ce sont des corps étrangers alimentaires.
Par exemple, dans un des services d'urgence ayant participé à l'étude, un enfant de 15 mois est décédé suite à une fausse route causée par une pomme. Maintenant, c'est avec les pommes. Les pommes, il a toujours un bout de pomme à la main. Dans la maison, je trouve des quartiers de pommes partout, dans le lit, partout, des trucs un peu grignotés. C'est la petite souris. Et il fait comme les chiens avec les os d'ailleurs, parce qu'il les met à certains endroits, puis de temps en temps, il se balade. Ah, il retrouve un petit quartier de pommes, il le reprend. 2-3 jours après, tu vois, il est un peu séché en surface, mais ça lui plaît bien. Sinon, moi, je ne vois aucun empêchement à donner à un enfant n'importe quel aliment. Je sais qu'on raconte qu'il risque de se boucher la trachée avec. On en a beaucoup entendu parler. En pratique, je n'ai jamais vu de cas où ça arrive. Jamais. Mais vraiment, jamais. Et à part des craintes, des vrais exemples où cela s'était passé, je n'en connais pas. Au moment du raisin, moi j'ai des photos où je vois mon petit, il est devant une grande corbeille de raisin, il s'assoit, il a pu passer, mais quand je dis des heures, mais presque des heures, à manger systématiquement ces grains de raisin. On lui mettait une corbeille de raisin, puis picoré, plac. Il était tranquille, mais quand je dis des heures, c'est peut-être exagéré, mais des demi-heures entières, quoi. En train de manger son raisin, assis par terre, tranquille. Bon, il en fout partout après. Et il recrachait les peaux, d'ailleurs. C'était marrant, lui, il n'aimait pas les peaux, il recrachait les peaux. Il suçotait son grain de raisin et il recrachait les peaux. Dans ce rapport, ces médecins britanniques s'inquiètent pourtant et dressent le constat suivant. Aux États-Unis, plus de 2000 enfants sont décédés à cause d'obstruction des voies respiratoires entre 1999 et 2013. Et à la 3e place des aliments qui causent le plus ces suffocations, on retrouve le raisin frais. Mais bon, pour lui, il n'y a aucun danger et il continue de nier totalement ce risque. Mon bébé ne risque-t-il pas de s'étouffer si je lui donne des morceaux de fruits et de légumes? Vaut-il mieux les donner sous forme de purée de fruits faite au blender? Je ne crois pas. Je pense qu'il est important que l'enfant ait des aliments sous forme intégrale et non pas mixés. Je pense qu'il y a plus de risques d'étouffement et de fausse route avec des purées qu'avec des aliments bruts. Les enfants d'habitude ils suçotent les aliments et puis de toute façon sinon s'ils les avalent, la plupart du temps ils passent dans les selles et on les retrouve intacts dans les selles non digérées. En cas de problème avec l'allaitement, il déconseille catégoriquement d'utiliser du lait maternisé. Question de Julien. J'aimerais avoir ton avis sur les laits en poudre que prennent les mamans qui n'allaitent pas pour nourrir leur petit dès la naissance. C'est du lait de vache avec des suppléments en tout genre et vitamines de synthèse. Non, si. Mais si la maman ne peut pas allaiter pour différentes raisons, est-ce que les jus peuvent se substituer au lait maternel et remplacer ces poudres miracles? Alors, rien ne peut se substituer au lait maternel. Déjà, bon alors, lait de vache avec des suppléments, c'est même pas la peine d'en parler, c'est du poison violent. C'est du strict poison violent pour les gamins, donc c'est réglé. Balancez à la trappe. Ensuite, si l'eau de coco, l'eau des cocos fraîches par exemple, on dit d'ailleurs que c'est une boisson qui peut se substituer au lait maternel. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite recette de lait, un lait absolument délicieux et qui là pour le coup peut se substituer au lait maternel. Pour ça, je prends une noix de coco et on ne se rend pas compte des dégâts colossaux qu'on fait en nourrissant des enfants au biberon. Alors donc Marie-Aline qui me demande ce que je ferais si j'étais papa d'un enfant nourrisson dont la maman ne peut pas lui donner de lait. Qu'est-ce que je lui donnerais? Alors je n'hésiterai pas, je lui donnerai de l'eau de coco en particulier. L'eau de coco, il y a de nombreuses études qui montrent que des enfants nourris uniquement à l'eau de coco ne présentent pas de retard de développement physique par rapport à un enfant nourri au lait maternel. Si on ne peut pas avoir du lait de la maman, il me semble que un peu de yaourt, par exemple, de chèvre mixé avec de l'eau ou avec un jus de carotte ou quelque chose comme ça, ça me paraît assez incontournable. Évidemment, il n'existe aucune étude prouvant ce qu'il avance. Il ment ouvertement ici. L'eau de coco ne peut absolument pas remplacer le lait maternel, ni quoi que ce soit. En conseillant cela, il expose les enfants à une sévère dénutrition, à des carences et à des impacts énormes sur leur développement nerveux, osseux et musculaire. C'est gravissime. À l'écouter, tous ces troubles seraient dus à l'état du tube digestif des enfants. Que ton enfant soit autiste ou aspergé, si on prétend que c'est un trouble mental et qu'il faut le traiter de façon cognitive, on se plante totalement. Ton enfant, on s'est rendu compte simplement qu'il a des bactéries dans les intestins qui sont des bactéries totalement anormales, qui produisent des neurotoxines. Et ces neurotoxines, elles vont amener un dysfonctionnement de la sphère cognitive. C'est juste ça pour ton enfant. La dyspraxie, la dyslexie sont liées à des perturbations par des neurotoxines du système nerveux globalement. Il semblerait aussi que l'acétaldéhyde
produits par les candidats albicans participent énormément à ces phénomènes de dyspraxie et de dyslexie. Et d'après vos explications, j'ai tout de suite compris que le problème était digestif et non pas psychique. Alléluia, alléluia. Bien sûr que le problème est digestif et pas psychique. Alors c'est pour ça que ton gamin, si on lui fait des tas de séances dirigées vers le psychisme, ça va rien amener. Ça va strictement rien amener. Enfants, autistes, aspergés, personnes qui ont des troubles dépressifs et ainsi de suite, il faut aller voir le système digestif uniquement, enfin en priorité. Mais réjouissons-nous, pour une fois, il cite ses sources. Je vous renvoie aux travaux de Natasha Campbell, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le syndrome entéropsychologique ». Tu tapes ça sur Glouglou, le syndrome entéropsychologique. Si tu t'intéresses un petit peu au cas d'autisme, il y a quelqu'un qui s'y est beaucoup intéressé, qui s'appelle Natasha Campbell, qui a écrit plusieurs livres en anglais, malheureusement uniquement. Je t'encourage à aller vers les travaux de Natasha Campbell à ce niveau-là, pour la restauration du biote intestinal. Je pense que c'est certainement l'une des personnes qui a le plus d'expérience à notre époque. Alors sans trop rentrer dans les détails, le régime GAPS a été créé par Natasha Campbell qui prétend avoir guéri l'autisme de son enfant. Il est promu comme traitement naturel de nombreux troubles psychiatriques et neurologiques. Ceci étant dû, d'après ce qu'affirme le Dr Campbell, à une mauvaise nutrition. Or, si des études montrent que des troubles gastro-intestinaux sont souvent associés à l'autisme et que la flore intestinale pourrait avoir un effet sur le développement du cerveau, on connaît en réalité très peu cette relation et encore moins son importance par rapport aux autres facteurs possibles, y compris génétiques. Aucune étude sur ce régime ne semble avoir été publiée pour l'instant. Impossible donc de garantir son efficacité sur ceux qu'il est censé guérir, ni même son absence de risque pour la santé. Au contraire, au vu de sa qualité particulièrement restrictive, il faut être vigilant et s'assurer d'avoir tous les apports nutritionnels et surtout vitaminiques nécessaires. En revanche, d'après sa composition, on peut supposer une amélioration possible des symptômes digestifs. Pour ceux qui souhaitent creuser le sujet Natasha Campbell, vous trouverez plus d'informations dans la description de cette vidéo, comme sur tous les autres thèmes d'ailleurs. Mais Thierry Casasnovas propose aussi tout un tas de traitements alternatifs pour les jeunes enfants. Une dame voudrait savoir si elle peut donner des bains au bicarbonate de soude à son bébé. J'ai l'impression que ça ne doit pas être très différent de l'eau de mer. Maintenant, est-il nécessaire de baigner les bébés? Je ne sais pas. Ouais, et de toute façon, les enfants, quand ils sont dans le liquide amniotique, ils sont dans un truc qui a un pH de 8,4. Donc tu peux leur donner des bains au bicarbonate de soude. Je pense que c'est une très bonne chose. Enfin, à titre personnel, je pense que c'est une très très bonne chose de faire des bains au bicarbonate de soude. Ouais, tout à fait. Tu peux le soir couper un oignon. Tu coupes une grosse tranche d'oignon épaisse, tu vois. Tu prends un oignon rond, tu le coupes, tu coupes une grande tranche épaisse. Et tu passes un petit fil au milieu de la tranche d'oignon, au milieu du rond d'oignon, et tu le mets en pendentif sur la poitrine de ton enfant. Tu vas voir, ça va lui permettre de passer une bonne nuit. Les vapeurs d'oignon sont très bonnes pour ça, pour aider à l'expectoration et libérer les bronches. On peut utiliser les plantes médicinales à 1 an, c'est pas un problème, il faut juste les ramener aux proportions de l'enfant. Ce que je ferai, moi, c'est que j'arrêterai la Ritaline et je prendrai à la place un mélange de Ginkgo biloba et de Gotukola. Tu peux les noter, Gotukola et Ginkgo biloba. Ce sont 2 plantes fabuleuses pour la régénération nerveuse et cérébrale. Tu peux lui donner un petit peu de valériane, de camomille. Afriximone ou pissenlit? Basilic au carré. Je compte. C'est impossible de lui faire avaler les plantes pour les reins. J'ai tenté à la cuillère, dans de l'eau, écrasé avec une banane, rien à faire. As-tu une idée ou l'exemple d'autres parents qui pourraient m'aider à les lui faire ingérer? Je pense que ce sera vraiment utile puisque son eczéma ressort de plus belle depuis que j'ai supprimé le riz qui était la seule nourriture cuite qu'il mangeait. À ce moment-là, tu peux peut-être essayer de lui donner des infusions. Si ça passe pas, les plantes, tu les gardes pour toi, les plantes. Et si ça passe pas, ben, tu lui donnes des infusions. Tu peux lui faire une infusion avec du pissenlit, du chien-dent, de la racine de chien-dent, de la barbe de maïs, un petit peu d'ortie. Passe de 8 dans votre réserve à moutarde, vous avancez de 65 germain, jus légime ou carpaccio. On donne du sérum de Quinton aux très jeunes enfants, absolument. Ma fille de 12 ans est en plein changement hormonal et vit beaucoup d'angoisse. Elle pleure très vite, elle se sent mal sans raison, voire déprimée. Effectivement, c'est le système endocrinien qui est en train de faire des siennes. Est-ce que lui donner des ampoules d'Holomère pourrait l'aider? Oui. Bon, lui donne pas sous forme d'ampoule, c'est très très cher, donne-lui plutôt sous forme de... Tu peux acheter du plasma de Quinton, ou si tu habites à côté de la mer, ou si tu habites à côté de la mer, ben, tu vas en chercher directement à la mer, tu le ramènes à l'isotonine. Riche en protéines, en calcium, en fibres, en nitronium, en urinium, en nitrate de prostate et en oligo-excréments. Pour la constipation répétée, est-ce que je peux lui faire des lavements? Si elle les accepte, oui.
Pas de risque à son âge? Non, les risques non. Comment procéder? Avec une poire à lavement pour les enfants, avec une poire à lavement, ça marche assez bien. Bonjour Thierry, mon fils de 27 mois fait une aftose avec une grosse poussée de fièvre. Aft. Il ne peut rien boire ni manger car grosse douleur pour avaler, j'imagine le pauvre. Quand il réclame à boire ou manger, je lui donne du jus de fruits fraîchement extrait, mais il peut à peine en boire, une cuillère à café. C'est pas la première fois, je comprends bien que du mucus cherche à sortir. Oui, surtout une accumulation d'acide. Là c'est vraiment une très acide, très acides les aftes. Mais comment puis-je l'aider dans l'instant? Je te contacte pour une consultation, d'accord. Comment est-ce que tu peux l'aider? Je pense, si tu es au niveau de la bouche, qu'une irrigation colonique pourrait lui faire très grand bien. Donc si vous avez les moyens de lui faire une irrigation colonique à la maison, ou alors de l'amener chez quelqu'un qui va lui faire une irrigation colonique et qui le pratiquera bien, ça pourrait permettre de décongestionner un petit peu toute cette zone. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Si moi je ferais une infusion, alors écoute, tu vas prendre le nom de ces plantes et il va s'en gargariser. Ça c'est valable un petit peu pour tous les problèmes de bouche. Attendez, j'avais fait une formule, j'arrive un instant. Je vais hop là. Je suis en train d'essayer de travailler avec un herboriste pour élaborer une sorte de thé guéri-tout. Alors où est-ce que je l'avais écrite? Ok. Donc tu te procures les plantes suivantes. J'avais mis de l'écorce de chêne, du plantain, de la consoude, feuilles et racines de consoude, de l'écorce de noyer noir d'Amérique, de la racine de bardane et de la racine de guimauve. Je chourave une sucrète et... Je suis une maman d'un garçon de 2 ans qui est diagnostiqué diabétique de type 1. Présentement, je refuse de croire qu'il prendra de l'insuline toute sa vie. Tu as raison de refuser de croire ça et tu peux même croire le contraire. Et si tu crois le contraire, tu vas mettre en œuvre ce qu'il faut pour que le contraire advienne. Bien que les médecins en disent le contraire, bien sûr, mais c'est beaucoup plus intéressant de vendre des médicaments. La priorité, ça va être de détoxiner en gérant la transition de manière à ce que la glycémie ne s'élève pas trop. Mais chose étrange, mon formateur aux États-Unis, le Dr Morse, m'a raconté la dernière fois que j'étais à sa clinique, il m'a raconté comme ça qu'il avait un diabétique qui tournait fruits et puis jus de légumes et puis légumes en salade et tout, histoire de réguler un petit peu sa glycémie. Et puis sa glycémie, elle faisait des yo-yo et ainsi de suite. Et fatigué finalement de tout ça, le docteur Morse lui a dit, écoute, mets-toi aux fruits, mets-toi aux purs fruits. Alors pour un diabétique, ça paraît pure folie de dire ça, diabétique. Mets-toi aux purs fruits. Pendant 2-3 jours, sa glycémie, elle a fait comme ça et elle s'est complètement stabilisée. Illico. Aujourd'hui, j'aimerais te demander un conseil concernant ma fille qui a 14 ans et qui a un problème au niveau du sang découvert en janvier 2013. Cytopénie réfractaire de l'enfance. Allons bon. Sa moelle osseuse ne fabrique pas assez de cellules souches. Une greffe de moelle osseuse a été programmée pour décembre, mais nous avons réussi à la faire repousser au mois de juillet 2014 car nous avons l'espoir de trouver d'autres solutions qui l'amènera vers la guérison. Elle n'a pas de traitement ni de symptômes. Ok, on va prendre ça tranquillement, Clara. Donc tu as une fille qui a ni symptômes ni traitement. D'accord, il n'y a pas de symptômes. Sa moelle osseuse ne fabrique pas assez de globules rouges et on voudrait lui faire une greffe de moelle osseuse. Alors, autant dire que de ma position et de mon regard sur les choses, c'est complètement stérile de greffer de la moelle osseuse. C'est une opération extrêmement lourde, extrêmement handicapante. Tu me dis déjà qu'elle n'a aucun symptôme. Donc, en bref, si ça n'avait pas été détecté, tout irait bien. Des indicateurs, des chiffres, on va en trouver toujours pour n'importe quelle personne, des chiffres qui dysfonctionnent. C'est inéluctable. C'est bien, vous avez gagné jusqu'au mois de juillet. Moi, je vous encouragerais à faire ce que d'autres ont fait, c'est-à-dire une approche assez volontariste basée sur les fruits et les légumes crus. Là encore, si des parents appliquent ces conseils sans un avis médical, les conséquences peuvent être dramatiques. Mais rappelons tout de même que... Je ne joue pas avec ça. Je ne fais pas d'expérience sur les enfants. On n'a pas de retour d'expérience suffisant par rapport à ça.
À 15 ans, son fils, il a développé une tumeur au niveau osseux, hein, tumeur de la moelle épinière, à 15 ans, de la moelle osseuse. Entre-temps, finalement, il a découvert un petit peu le message de la régénération. Donc, il a commencé à changer le mode alimentaire de son fils. Il a tout bien fait. Il a mis son fils aux fruits et aux légumes, et il lui fait des cataplasmes et tout. Enfin, voilà, il lui fait la totale, le pack complet. Lors d'un contrôle de routine, on a détecté 9 foyers cancéreux dans son fils. Il lui a fallu très très peu de temps pour dire « Ok, j'entends ça, mais je ne le considère pas. » Pourquoi je ne le considère pas? Parce que je sais très bien que ce que je fais actuellement avec mon alimentation, avec le mode de vie que j'ai choisi pour mon fils, est le seul et unique processus par lequel une régénération va être possible. Malgré les signes qui viennent de l'extérieur, qui peuvent être perturbants, il va continuer coûte que coûte. Et c'est d'ailleurs sa seule chance, parce que quand on en parlait au téléphone, je lui disais, mais est-ce que tu as un plan B? Parce qu'il doutait quand même. Hein. Il me disait, ouais, tu comprends, depuis 1 an et demi, on fait tout bien, et puis, bon, je sentais qu'il était tangent. Et moi, je lui ai dit texto, je lui ai dit, est-ce que tu as un plan B? Est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu as autre chose qui te permette d'envisager que ton fils aura un jour une vie normale? Et il m'a dit, non. Et bien, j'ai dit, ben voilà. Donc, c'est fini, on n'en parle plus, t'arrêtes la gamberge et tu vas lui faire un jus à ton fils. Parce que c'est ça dont il a besoin. Thierry Casasnovas est bien sûr contre la vaccination, sans en avoir compris ni son mode d'action ni son importance. Pour la vaccination, je me rends compte effectivement que c'est pas parce qu'on a l'information qu'on passe à l'action. Il suffit de taper vaccin danger, vaccin effet secondaire, vaccin composition, vaccin, alors si vous recherchez en anglais cross contamination, donc contamination croisée. Je suis contre la vaccination, je le suis aussi. Après moi, c'est une énormité totale. C'est un facteur de dégénérescence massif des organismes. Et surtout, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, on nous rebat les oreilles avec l'histoire des enfants non vaccinés qui feraient prendre des risques, courir des risques à la population. C'est exactement l'inverse. C'est les enfants vaccinés qui contaminent les enfants non vaccinés avec des souches virales extrêmement violentes, hein, contre lesquelles l'organisme de l'enfant ne peut pas se défendre. Je ne veux pas être de mauvaise augure, mais avec les 11 vaccins qu'on leur prépare, là c'est vraiment une catastrophe annoncée. Enfin, je veux dire, c'est un crime contre l'humanité qu'on est en train d'organiser. Mais il sait qu'il ne peut pas inciter clairement les parents à ne pas faire vacciner leurs enfants, car cela le mettrait dans l'illégalité aux yeux de la loi. Il prend donc des chemins détournés pour parvenir à se faire comprendre. Mais vous allez voir qu'il y arrive très très bien. Peut-on ne pas se vacciner? Il semblerait que des personnes y parviennent. Parce qu'il semblerait aussi qu'il y ait des médecins qui soient intègres. Bonne nouvelle, hein, et qui les protègent. Oui, non, mais certains vaccins sont mauvais, mais pas tous. Mais vous comprenez bien, il y en a quand même qui sont nécessaires. Faut pas rigoler, ne soyons pas trop extrêmes. Est-ce que c'est être extrême que de dire je ne veux pas jouer à la roulette russe avec mon enfant? Est-ce que c'est être extrême que de dire j'ai pas envie que quelqu'un pointe un magnum sur la tête de mon fils en sachant que dans le barillet il y a une seule balle, hein, mais simplement il a une chance sur 8 de se prendre une balle dans la tête? C'est pas être extrême, c'est être responsable. Responsable en tant que parent. Donc, si on ne le fait pas pour nous, il va falloir le faire pour nos enfants. Et ce genre d'affirmation totalement infondée et la pression qu'il fait peser sur les parents infuse toute la société et on se retrouve avec des parents qui cherchent désespérément un moyen de ne pas faire vacciner leurs enfants. Alors, dans le modèle de Casasnovas, les anomalies génétiques, les cancers des enfants, les maladies infantiles, c'est compliqué à expliquer, puisque pour lui, nos organismes seraient naturellement purs, et ce seraient les toxines, notre environnement, tout ce qu'on y fait entrer qui provoque les symptômes. Donc quand un nourrisson développe un cancer alors qu'il n'a bu que le lait de sa mère, ça coince un peu. Mais Thierry Casasnovas a réponse à tout. Pour lui, il n'y a pas de hasard. C'est soit que les ondes ont fragilisé l'enfant. Que penses-tu d'un jeune, pour une jeune fille de 12 ans atteinte d'une maladie neurodégénérative polyhandicapante, en sachant qu'elle a l'âge mental d'un enfant de 2 ans, de simples sauts de petit déjeuner, psyllium, jus vert, suppression de col intestinal et jus vert l'aident beaucoup mais sont une goutte d'eau face au travail à réaliser. Dans sa maladie, les neuropédiatres disent que ce sont des protéines qui viennent bloquer son cerveau. Ouais, elles viennent d'où ces protéines?
Si des protéines viennent bloquer son cerveau, moi j'ai 2 questions. D'où viennent ces protéines dans un premier temps et comment ça se fait qu'elles aient passé la barrière hémato-encéphalique? Non, tu sais, la barrière qui protège normalement le cerveau et qui empêche que des éléments étrangers viennent à l'intérieur. Ben, c'est que les deux sont poreuses, perméables. On parle d'immunosuppression, d'ouverture de la barrière intestinale et d'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Par l'exposition aux micro-ondes des champs électromagnétiques actuels, par l'exposition aux pesticides, aux fongicides qui détruisent les barrières microbiennes qui constituent l'essentiel de notre système immunitaire. Et ça fait des enfants sacrifiés par la modernité. Petit insecte. Soit, et c'est la réponse qu'il fournit le plus souvent, que les parents ont transmis à leur enfant un mauvais héritage. Comment est-ce que l'hygiénisme explique la trisomie? Alors là, c'est au moment du passage de la mère à l'enfant, il y a un problème au niveau de la réplication, au niveau de l'ADN. C'est pas étonnant quand on voit dans quelle soupe acide baignent les enfants. Le placenta qui devrait être à un pH de 8,4 à peu près la plupart du temps, il est souvent beaucoup plus acide parce que les mères sont acides, parce que leurs intestins sont acides, parce que pendant la grossesse elles mangent à peu près n'importe quoi. Est-ce qu'il ne va pas venir nourrir le petit tout? Est-ce qu'il peut guérir de la trisomie? Alors ça, je ne sais pas. Moi, j'ai vu des améliorations flagrantes, notoires et massives de la trisomie 21. Alors je sais bien que c'est soi-disant une altération de l'ADN. C'est possible, d'un chromosome de l'ADN. Il n'empêche que j'ai vu des améliorations énormes de la trisomie. Je n'ai pas vu encore quelqu'un qu'on pourrait dire complètement guéri de la trisomie. Ça, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le dire. Mais je ne vois aucune impossibilité à ça. Quand on connaît le contexte épigénétique, c'est-à-dire que l'expression du code génétique dépend complètement de l'environnement, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on poserait des limites à la régénération? Donc moi, trisomie, ça me fait pas peur, bouh, la trisomie. J'ai bien compris le lien entre les eczémas et la colle au niveau de la muqueuse intestinale. Cependant, comment expliques-tu qu'un bébé de 3 mois développe un eczéma généralisé ou bien une conjonctivite chronique car la muqueuse intestinale est neuve? Ah ouais, d'accord, ben, elle est neuve, mais c'est déjà du second ou du troisième main. Il faut bien comprendre que les bébés, ils élaborent leur tissu, leur matière, à partir de quoi? À partir de ce que leur donne la maman. Et qu'est-ce que leur donne la maman? Est-ce qu'elle peut? On va en parler largement. Les bébés, ils ont la muqueuse intestinale, ils ont la flore bactérienne que leur a donnée leur maman. Ils avalent ce qu'avale la maman. Donc c'est en fonction de l'état physiologique de la maman, en fonction de ce qu'elle consomme, et bien ça va être donné à l'enfant. La maman, elle est en permanence avec le bébé. C'est elle qui l'allaite, donc c'est elle qui lui donne la nourriture physique, c'est elle qui lui donne aussi la nourriture affective. Donc, quelque part, vous allez me dire, ah ouais, mais tu vas accuser les mères. De toute façon, il n'y a qu'elle qui s'en occupe. C'est biologiquement. Donc, c'est pas accuser, c'est reconnaître que de toute façon, qui est en jeu là, c'est la maman. Parce que bon, le papa, il fait sa part, il fait ce qu'il peut, c'est super, hein, c'est génial. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout se passe avec la maman. Donc, obligatoirement, c'est la maman. Son régime alimentaire qu'il va falloir questionner. Il faut savoir que les bébés, ils prennent ce que leur mère leur donne. Donc, là, il faut questionner le régime alimentaire de la maman et puis voir que peut-être le terrain biologique de la maman, il était déjà affecté et donc voilà, il va falloir aider le bébé à s'en sortir. Comment expliquer par cette thèse le cancer des enfants dont l'organisme n'a pas eu le temps d'accumuler et d'être congestionné? Alors, ils n'ont pas eu le temps d'accumuler, d'être congestionnés, c'est clair. Par contre, ce qu'on leur a refilé, c'est congestionné et c'est accumulé. Le petit, il est formé à partir de la matière de la maman. Si la maman, elle est chargée de mercure, de produits toxiques, de parabènes, de résidus, de pesticides, si elle est chargée, si elle est déminéralisée, qu'est-ce qu'hérite l'enfant? Tous ces polluants, directement. Donc les enfants, ils n'ont pas le temps d'accumuler. Par contre, ils héritent de ce qu'on leur refile. Tu vas me dire, ouais, mais c'est dégueulasse. Tu es en train de culpabiliser les parents. Je ne suis pas en train de culpabiliser les parents. Je suis en train de te responsabiliser. Est-ce que tu préfères qu'on te dise que tu n'y es pour rien, le cadre dans lequel ton enfant prospère n'y est pour rien, et donc tu es impuissant et tu n'y peux rien? Ou est-ce que tu préfères entendre de te dire le cadre dans lequel se développe ton enfant, les conditions de vie que tu as choisies pour lui, parce qu'au final tu les as choisies, on a toujours le droit de choisir. Les conditions de vie que tu as choisies pour lui amènent à cette manifestation, et tu as le pouvoir de changer les choses. Tu préfères quoi? Tu préfères l'innocence et l'impuissance, ou tu préfères la responsabilité et la puissance? Moi, personnellement, en tant que père, j'ai choisi la puissance. Et j'espère que vous aussi, vous choisirez la puissance.
Il culpabilise donc outrageusement tous les parents qui ont un enfant qui lutte actuellement contre la maladie ou qui ont perdu un de leurs enfants. Imaginez la violence d'une telle accusation. Tout ça parce que dans son idéologie, il est inenvisageable que des erreurs aient lieu dans la réplication de l'ADN ou dans la répartition des chromosomes, des erreurs qui pourraient apparaître spontanément au hasard. Non, ce n'est pas possible que le vivant ne soit pas la perfection qu'il prétend. Thierry Casasnovas affirme que l'on peut faire jeûner des enfants. Peut-on faire jeûner les enfants? Oui. Un enfant, il ne faut pas le priver. Mais c'est pas une question de le priver, c'est au contraire. C'est de lui faire gagner quelque chose, c'est-à-dire lui faire gagner une pratique de santé. Et vous pouvez instaurer familialement une journée de jeûne par semaine, par exemple. Et là, comme ça, vous faites des économies pour la famille. Comme ça, vous pouvez vous payer du bio et tout le monde est content. Sachant que je suis en croissance, jeûner à 16 ans peut-il m'amener des effets négatifs? Pour l'instant, je n'en ai pas, bien au contraire. Ouais, non, mais il n'y a pas de raison. Si tu es sur du jeûne court, de toute façon, jeûner n'a, à ma connaissance, jamais apporté d'effets négatifs. On a même fait jeûner des bébés. Allô, 89? Ouais, il a parlé des bébés. Ok, je préviens la minute. Ça peut être qualifié très rapidement d'abus sur enfant, de privation de nourriture et d'abus sur enfant. Donc attention, en France. Et puis là, secte. Danger sectaire. Donc attention, il faut raser les murs. Comme ça. Il avance que le jeûne chez l'enfant soignerait le diabète de type 1, la leucémie. Si tu regardes un petit peu sur les portails de recherche scientifique, NBCI par exemple, ou PubMed, NBCI ou PubMed, qui sont des portails de publications scientifiques en anglais mondiaux, tu vas voir qu'actuellement, on utilise énormément le jeûne, par exemple pour des enfants diabétiques, même très jeunes, de 3 ou 4 ans, des enfants leucémiques, par exemple, avec des résultats extraordinaires. Et des scientifiques qui ont même fait un rapport sur NCBI, qui est un portail de publications scientifiques un peu comme PubMed. Donc je pourrais m'appuyer là-dessus, il faudrait le rechercher, mais bon. Ils ont fait jeûner des bébés qui avaient une, je ne sais plus quelle obstruction au niveau des poumons, et les bébés s'en sont portés très bien. Alors il ne comprend visiblement pas comment fonctionne cette bibliothèque en ligne. Les publications ne paraissent pas sur ce site, elles y sont simplement référencées. C'est un petit peu comme s'il avait dit Marc Lévy a publié son dernier livre dans ma bibliothèque municipale. Ça n'a aucun sens, il ne comprend pas comment fonctionnent les publications scientifiques. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de retrouver les études dont il parle. Alors, la recherche doit se faire en anglais, donc fasting c'est pour jeûne, child, les enfants, et puis on va commencer par le diabète. Alors, j'ai bien étudié les premières études qui sortent, je suis descendu jusqu'à la 50e, et en fait, il n'existe pas d'études qui prouvent un effet du jeûne sur les enfants pour diminuer les effets du diabète. Toutes les études qui existent et qui parlent du diabète et du jeûne chez les enfants, c'est simplement pour vérifier que des enfants diabétiques puissent bien jeûner, par exemple lors de la période de Ramadan. Voilà, c'est principalement les études qui existent, mais il n'y a aucune étude qui montre les bienfaits du jeûne sur le diabète. De la même façon, pour les poumons, donc lungs, alors là il n'y a rien. Là il n'y a rien du tout, il n'y a absolument rien. Donc je ne sais pas où il a entendu ça. En fait la seule étude qu'il a pu lire à ce sujet c'est celle-ci. Elle parle bien de jeûne, elle parle d'enfants et elle parle de problèmes pulmonaires. Le souci c'est qu'elle ne dit absolument pas ce qu'il lui a fait dire. Cette étude elle s'intéresse au jeûne dans le protocole préopératoire, c'est-à-dire avant une anesthésie générale. Et c'est vrai que faire jeûner des enfants plusieurs heures avant l'opération permet de diminuer le risque de reflux du contenu gastrique vers les poumons, puisque les réflexes de protection des voies respiratoires sont inhibés par l'anesthésie. Mais à aucun moment cette étude ne prouve que le jeûne soigne des pathologies pulmonaires. On en viendrait presque à croire que sa manière de travailler sur les publications scientifiques se résume à passer l'abstract dans Google Traduction. Il y a une étude aussi qui parle de l'effet du jeûne chez les enfants leucémiques, mais pour améliorer les effets de la chimiothérapie. Alors rappelons que M. Casasnovas est contre la chimiothérapie. Elle ne veut aucun traitement chimique et franchement, je la comprends. Parce que la chimiothérapie n'apporte qu'une seule chose, c'est 50 000 € à la personne qui va la vendre. Entre 35 et 50 000 € pour une chimiothérapie. Voilà ce que ça rapporte. Par contre, c'est du poison massif que tu t'injectes dans les veines. Donc ce n'est sûrement pas de ça dont il parlait. Encore une fois, il met en danger des enfants en se cachant derrière des arguments scientifiques et derrière une pseudo-connaissance, alors que les études dont il parle n'existent tout simplement pas. Et de toute façon, dans les rares cas où il cite de vraies études, il leur fait dire l'inverse de ce qu'elles disent, ou en tout cas les torts, jusqu'à arriver à son idéologie. Ce n'est pas comme ça que se construit la démarche scientifique. Moi j'ai fait jeûner des poules, des bébés, des bébés, j'ai pas encore fait jeûner des bébés, j'ai pas encore vu jeûner des bébés, mais des poules oui, et ça leur allait très très bien aussi.
Un des signes permettant de repérer que nous sommes sans doute face à un charlatan, c'est de le voir prendre position et avoir un avis sur tout. Peu importe les domaines et le fait qu'il n'ait aucune donnée ni aucune compétence sur ces sujets. Il prend position. Le syndrome du bébé secoué, je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est le procès qui est fait à de nombreux parents, enfin à des parents, chez qui l'enfant finalement pousse des cris qui sont quasi inconsolables, qui ont attrait la plupart du temps finalement à des mini-hémorragies internes au niveau du cerveau. Et donc on accusait les parents d'avoir secoué leur enfant. On disait mais ce sont des jeunes parents qui n'ont pas l'habitude et ils se sont énervés contre leur bébé. Alors vous pouvez imaginer la part de culpabilité immense que peut porter un parent s'il se dit non mais attends, mon bébé est lésé parce que je me suis énervé. C'est juste immonde. Eh bien, manque de bol, tout ça c'était... Il n'y avait pas de mauvais parents, par contre, il y avait des enfants qui s'étaient fait vacciner contre la coqueluche. Et dans le vaccin contre la coqueluche, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de l'aluminium, qui est un neurotoxique très très fort, qui fait surtout énormément baisser les taux de vitamine K. Vitamine K qui est vraiment exceptionnellement importante pour la santé des capillaires et des vaisseaux sanguins, surtout dans le cerveau. Donc carence en vitamine K égale explosion des vaisseaux sanguins. Et c'est pas parce que les parents avaient secoué le bébé, c'est uniquement parce qu'il y avait une faiblesse et une intoxication par l'aluminium. Aluminium que l'on retrouve dans de nombreux vaccins. Le rayonnement électromagnétique qui est porté par le soleil, parce que quand on parle des rayons du soleil, il faut voir avant tout leur aspect. C'est quand on parle de lumière, il y a l'aspect corpusculaire et puis il y a l'aspect vibratoire, un petit peu plus de la lumière. Eh bien, cette dimension vibratoire va venir agir sur les cellules de l'œil et est une véritable nourriture. C'est une nourriture pour notre peau, c'est une nourriture pour notre corps dans son intégralité et donc y compris pour l'œil. Avec les lunettes de soleil, on coupe une partie de cette dimension vibratoire de la lumière et donc on perd cette nourriture-là. Ingrid, c'est mort subite du nourrisson. J'imagine que tu voudrais savoir ce que je peux en dire de mort subite du nourrisson. Il y a tellement de cas, tu sais, on ne peut pas répondre. C'est chaque fois une histoire individuelle. Je pense qu'il y en a qui ouvrent les yeux et quand ils voient le monde, ils repartent. Mort subite du nourrisson, que ce soit au plan subtil ou au plan physique, c'est qu'il y a une impossibilité d'incarnation, c'est tout. Clément, 17 ans, dans quelques jours, super, bienvenue Clément. T'as foncé dans les fruits, une fois bien formidable, très sportif, course à pied, semi-marathon, natation, musculation, poids de corps, plongée. Mais je ne varie pas beaucoup, les bananes et les dattes, principalement, me font tellement de bien que je saurais m'en passer. Ta mère ne dort pas la nuit car elle est persuadée que je vais avoir des carences. Est-ce que tu as l'air d'avoir des carences? Est-ce que je risque quelque chose avec des monodiètes de plusieurs mois? Non. Au fait, je suis myope et je voudrais savoir si cela peut se guérir sans opération. Ben oui, tu vas décongestionner un petit peu ta tête. Tu te fais une monodiète de banane, par exemple, tu vas voir un petit peu ta myopie, comment elle va évoluer. Et ta maman, là, elle va être scotchée. Donc, besoin de rassurer ma mère qui serait prête à me forcer à consommer de la viande. Ok, t'as 17 ans, tu fais du sport, t'es plus costaud qu'elle. Tu vois le truc? Ça m'étonnerait qu'elle gagne au bras de fer. Voilà Clément. Moi, continue ta route. Trace ta route, mon frère. Trace ta route. Trace ta route. Tu sais, des fois, il y a des familles et il y a des héritages. Voilà. Il faut apprendre à les laisser sur le bord du chemin un temps. Ils reviennent après. C'est pas grave. Mais il faut aussi que tu ailles faire ton aventure dans le vaste monde. Je la ferai rapide, mais voilà, je suis sorti de mon fauteuil roulant, j'ai arrêté de me faire pipi caca dessus, j'ai repris un peu de poids, tout ça. Et moi, j'étais content. Évangéliste de base, j'ai dit, je vais conquérir le monde. Je vais annoncer la bonne nouvelle. Donc, je suis parti. Et puis, j'ai commencé, j'ai même écrit à des associations de myopathes et tout. Enfin, tu vois, quand je voyais je me souviens même pour un téléthon, j'étais allé manifester pour leur dire, mais arrêtez, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est tout autre chose. Et la plupart du temps, je me trouvais confronté à quelque chose. Si c'était ça, ça se saurait. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit, d'ailleurs, j'ai souvent été largement, copieusement insulté parce que les gens me disaient, mais vous mentez aux gens, vous leur donnez des faux espoirs. Vous êtes en train de leur faire croire que leur situation peut changer. Surtout en plus quand tu parles de maladies génétiques, quand tu parles d'autisme. On te dit, non mais attendez, soyez sérieux quoi. On rigole pas avec ça. Vous avez le droit de raconter vos bêtises sur Internet pour vendre des extracteurs de jus à des gogos parisiens, mais pas de blaguer avec des enfants.
On peut comprendre que des parents soient à la recherche de ce genre de conseils, surtout quand les médecins sont débordés, parfois peu renseignés sur les régimes végétariens ou végétaliens ou peu enclins à donner des conseils à ce sujet. Pensant bien faire et voulant à tout prix éviter les médicaments, craignant parfois un jugement critique de la part du corps médical, des parents vont préférer consulter les groupes Facebook de crudivores avant même d'aller consulter un médecin. Et cela alors que la vie de l'enfant est en danger. Cette marginalisation, cet aveuglement et cet entre-soi délétère, puisque toujours univoque, est souhaité et favorisé par Thierry Casasnovas, qui invite souvent les parents à faire des groupes. Il sait que la formation d'une communauté, même virtuelle, maintiendra les parents désespérés ou sceptiques sous la tutelle du regard approbateur des autres. Préserver nos enfants en créant des groupes dans lesquels ils peuvent relationner avec d'autres enfants en étant dans un cadre privilégié, dans lequel ils ne sont pas soumis à la perversion et à la séduction perverse de toutes ces entreprises qui essayent simplement de les transformer en consommateurs accros, en drogués accros, qui ensuite toute leur vie vont consommer ces produits et leur apporter de l'argent. Mais le plus gros truc là-dedans, je vais te dire, c'est pas de trouver les moyens tu les trouveras. Le truc, c'est que il faut convaincre la maman qu'il n'y a pas le choix, que sa petite n'est pas en bon état et qu'il y a une nécessité vraiment à prendre la mesure de tout cela. Vas-y, Lucie, accroche-toi et n'écoute pas ce qu'on pourra te dire par rapport à tes choix alimentaires, je te garantis que tu es sur la bonne voie. De sa main gauche, Thierry Casasnovas fait peur aux parents. Il leur fait peur en affirmant de manière définitive et prétendument scientifique que tout ce qu'il faisait avant était néfaste, que la plupart des aliments sont des poisons toxiques, que les ondes sont un danger, que les vaccins sont un crime, que le moindre petit souci de santé est une manifestation de l'intoxication du corps de leur enfant. Il les déstabilise en détruisant toutes leurs certitudes, en sapant leur confiance dans le corps médical. Il crée un choc en faisant voler en éclats le cadre dans lequel ils évoluaient. Désorientés, les parents recherchent en urgence tous les moyens susceptibles de protéger ce qui compte le plus pour eux, leurs enfants. Et c'est là que Thierry Casasnovas agite sa main droite, dans laquelle il tient son merveilleux modèle explicatif à base de jeûne, d'hormèse, d'homéostasie et de jus de légumes. La solution qui va résoudre tous leurs problèmes. Sans le savoir, les parents renoncent à leur esprit critique et aux garanties qu'apporte le modèle de santé actuel pour mettre virtuellement leur enfant à l'abri d'un danger qui n'existe pas. Ils s'enferment volontairement dans une prison pour se mettre en sécurité face à un ennemi imaginaire. Ça ne vous rappelle rien ? C'est exactement ce que Thierry Casasnovas reproche à ses ennemis, un modèle d'inversion accusatoire. En état de choc, on va réclamer même, le peuple réclame ces lois-là, donc il n'y a même plus à lui imposer, parce que finalement on est tellement choqué effectivement qu'on se dit bon, on va perdre des libertés, mais au nom de la sécurité, et cette sécurité ça devient une priorité puisqu'on est dans la peur, donc la sécurité ça devient la valeur absolue, et au nom de cette valeur absolue, on se dit bon, on est prêt à sacrifier pas mal de choses. Heureusement, certains parents réalisent le piège qui est en train de se refermer sur eux, comme cette maman d'une petite fille de 2 ans qui m'a contacté tout récemment. Ce qu'elle décrit ressemble à tous les autres témoignages, la peur, la culpabilité, la paranoïa et l'obsession. Seulement en écoutant et en suivant les conseils d'un youtubeur sans aucune formation, plutôt que de leur médecin, des nutritionnistes, des recommandations officielles, ces parents font courir des risques à leurs enfants. C'est une nouvelle preuve que Thierry Casasnovas met en danger la vie d'autrui. Et ici encore, on ne peut pas le défendre en prétendant que ce n'est que son avis et qu'il ne force personne. Les enfants qui en subiront les conséquences tragiques n'ont pas de libre arbitre. De la même façon qu'ils profitent de l'état de détresse causé par la maladie chez les adultes pour leur faire croire ces sornettes et pour leur vendre ces extracteurs et ces stages, ils capitalisent sur le stress de parents déboussolés qui cherchent des repères dans un monde en profonde transformation, des parents qui expriment une défiance envers le corps médical, l'État, les médias, et qui se retrouvent donc à jouer aux apprentis sorciers avec la santé de leur enfant. Si ces parents ont une part de responsabilité dans le risque qu'ils font peser sur des mineurs dépendants d'eux, les véritables responsables sont à chercher du côté de ceux qui profitent de la crédulité des gens pour leur faire de fausses promesses, pour imposer leur idéologie, pour se faire passer pour un bienfaiteur compétent et en profiter pour faire de l'argent sur leur dos. Bien cachés derrière le bouclier de la liberté d'expression, ces gens abusent en réalité du pouvoir de la désinformation. Mais
Qu'attendons-nous pour les mettre face à leurs responsabilités ?